Très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Bonjour chez vous, c'est votre rendez-vous quotidien avec l'actualité politique au plus près de chez vous, avec nos partenaires de la presse quotidienne régionale, des télévisions locales et des radios. Nous sommes ensemble pendant 1h30 et on va commencer dans quelques instants avec le sénateur du jour. C'est Alain Milon, le président de la commission des affaires sociales du Sénat. Dans une demi-heure, l'invité politique, Laurent Saint-Martin, le rapporteur général de la commission des finances de l'Assemblée nationale. Et puis dans le club des territoires, consacré bien sûr aux municipales, on fera un point notamment sur la campagne à Orléans et à Toulouse. Mais avant cela, voici les principales informations de ce mercredi 10 juin. Amélioration sur le front du Covid. La France passe sous la barre des 1000 personnes en réanimation et le gouvernement annonce qu'il ne prolongera pas l'état d'urgence sanitaire. Mais un nouveau projet de loi est présenté en Conseil des ministres ce matin permettant de restreindre certaines libertés sur une période de 4 mois. Autre texte présenté ce matin en Conseil des ministres, le troisième projet de loi de finances rectificative, plus de 4 milliards en soutien au secteur en difficulté, notamment l'aéronautique, le tourisme ou encore l'automobile. Et puis nouvelle manifestation hier soir dans plusieurs villes de France contre les violences policières. Édouard Philippe qui a cherché à calmer la colère en appelant au respect et à la confiance vis-à-vis de la police, mais en soulignant un devoir d'exigence vis-à-vis d'elle. Et on commence donc avec le sénateur du jour. Bonjour Alain Milon. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes sénateur Les Républicains du Vaucluse, président de la commission des affaires sociales du Sénat. Les sujets sont nombreux. On va commencer par ces questions d'actualité. Ces nouvelles manifestations, on le disait, contre les violences policières hier dans plusieurs villes de France, dont Paris, où certains parlementaires et représentants politiques étaient présents. Des parlementaires présents dans une manifestation pourtant interdite. Est-ce que ça vous choque ? Oui, à partir du moment où on est parlementaire, on doit respecter la Constitution, respecter ce que souhaite le gouvernement, respecter le confinement et donc ne pas participer à des manifestations interdites. Donc il n'aurait pas dû y aller selon vous ? Non. Christophe Castaner qui a été assez ferme lundi en promettant une tolérance zéro, en annonçant de nouvelles mesures. Édouard Philippe qui hier de son côté appelle au respect et à la confiance vis-à-vis de la police. Est-ce que on est dans un entre-deux de la part du gouvernement ? Non, je pense que le discours de M. Castaner, qui n'était pas mal sur la partie éthique de la police, a choqué beaucoup de policiers et beaucoup de nos concitoyens. Moi, j'ai eu des retours hier matin de concitoyens. Oui, parce que à partir du moment où on demande l'éthique pour la police, on demande la même chose pour ceux qui sont en face de la police. À partir du moment où on dit que certains propos doivent être considérés comme racistes et être punis, on demande la même chose pour ceux qui sont en face de la police. Sinon, s'il n'y a pas d'équité à ce niveau-là, il ne peut pas y avoir d'éthique. Et ce n'est pas le cas pour vous ? Il y a un peu de poids de mesure ? Ce n'est pas le cas pour le moment. Le sentiment, moi, c'est que j'ai ressenti et que d'autres ont ressenti, c'est que le discours de M. Castaner était orienté dans un seul sens. Et malheureusement, il faut que ce soit dans tous les sens. Ça veut dire qu'il ne défend pas assez la police pour vous, Christophe Castaner ? Il ne doit pas défendre uniquement la police, il doit défendre l'éthique en général au niveau de nos concitoyens. Donc, et quand je dis nos concitoyens, c'est à la fois ceux qui manifestent, ceux qui ne manifestent pas et ceux qui sont dans la police. Ça doit être pour tout le monde la même chose. Autre manifestation hier, cette fois les soignants qui sont toujours mobilisés. Ils étaient mobilisés devant plusieurs hôpitaux de France. Il y a une manifestation nationale qui aura lieu mardi prochain. Vous connaissez bien ce sujet. Je disais, oui. Vous êtes président de la commission des affaires sociales, vous êtes médecin vous-même. Certains soignants qui demandent à leurs représentants de quitter le Ségur de la santé mis en place par le gouvernement. Est-ce que c'est une bonne revendication pour vous ou pas ? Les revendications des soignants avant le fait de demander de quitter le Ségur sont largement justifiées à la suite de plusieurs années, plusieurs dizaines d'années de PLFSS restrictifs. Projet de loi de financement de la sécurité sociale. Projet de loi de financement de la sécurité sociale. Mais demander de quitter des réunions organisées pour essayer d'améliorer leur situation ne me semble pas être une bonne solution. Pour vous, il faut qu'ils participent à ces réunions. La politique de la chaise vide, c'est pas la bonne ? Non, ça n'a jamais été la bonne pour personne. Je pense que le ministre de la Santé fait un effort de consultation. On ne sait pas ce qui sortira de ce Ségur. C'est un petit peu le problème. Il ne faudrait pas qu'il soit uniquement hospitalo-centré. Mais tout le temps que les discussions sont en cours, tout le temps que la volonté du ministre affirmée est de faire en sorte que ces discussions aboutissent,
on doit participer aux discussions et attendre les résultats de cette discussion. Si par contre, ce qui est proposé par le ministre ne satisfait pas, à ce moment-là, que l'on manifeste, que l'on dise qu'on n'est pas d'accord, ok. Mais pour l'instant, il faut participer. En tout cas, ce Ségur de la santé qui promet une réforme de l'hôpital, qui promet des hausses significatives de salaire, ce sont les mots d'Édouard Philippe. Est-ce que finalement ce gouvernement n'est pas en train de faire ce que les autres n'ont pas fait ? Encore une fois, si le Ségur arrive à une réforme uniquement de l'hôpital, il n'aboutira pas au résultat escompté, au résultat souhaité. Il faut que ce soit une réforme globale de la santé. Il y a eu HPST, je vous rappelle, HPST, la loi de Roselyne Bachelot sous la présidence de Nicolas Sarkozy, Hôpital, Patients, Santé, Territoire, qui était une loi de réorientation et d'organisation du système de la santé sur l'ensemble du territoire national. C'est une loi qui a beaucoup modifié beaucoup de choses et ces modifications étaient à l'époque nécessaires. J'étais rapporteur de la loi, je me souviens bien de ce qui s'était passé avant cette loi. Après, il y a eu la loi Marisol Touraine qui voulait en principe modifier une partie des réformes de HPST. C'était les volontés exprimées allaient dans le bon sens. Le résultat n'a pas été celui escompté. Et puis Ma Santé 2022, qui n'était pas une loi satisfaisante non plus, parce qu'il y a beaucoup de choses à réformer dans le système de santé à partir de HPST, la T2A, les ARS, etc. Enfin, la tarification et les agences régionales de santé. Certaines modifications sont maintenant nécessaires. Je pense qu'on ne peut pas simplement envisager que la modification de l'hôpital, sinon on n'aura pas l'objectif atteint. Et vous pensez qu'une réforme plus large peut avoir lieu ? Vous pensez qu'elle doit avoir lieu d'ailleurs ? Elle doit avoir lieu. Qu'elle peut avoir lieu, c'est un autre Est-ce que problème. dans le contexte actuel, c'est facile ? Non, c'est évident. À la suite du Covid, on va avoir une crise économique probablement importante, malgré les efforts faits par l'Europe et par la France pour aider les entrepreneurs, les entreprises. Cette crise économique va entraîner une augmentation malheureusement du chômage, donc une augmentation des difficultés sociales de l'ensemble du pays. Et ces difficultés sociales vont se répercuter évidemment sur les budgets de la sécurité sociale et de la santé. C'est une obligation. Donc toutes les réformes qu'il faut mettre en place au niveau de la santé doivent d'abord faire en sorte qu'on obtienne une diminution de la charge administrative des personnels soignants. Actuellement, beaucoup de personnels soignants vous diront qu'ils passent une trop grande partie de leur temps dans l'administration et pas assez dans le soin. Il faut qu'ils reviennent dans le soin, il faut qu'on diminue la charge administrative, il faut aussi qu'on diminue la masse salariale de la charge administrative au niveau des hôpitaux en particulier pour augmenter la masse salariale de la charge médicale. Est-ce qu'il n'y a pas eu trop d'économies qui ont été faites sur le dos de l'hôpital, y compris de la part de la droite, quand elle était au pouvoir ? C'est une évidence que les économies étaient nécessaires. Je vous rappelle quand même qu'en 2008, le déficit de la sécurité sociale était pas loin de 20 milliards. Donc il y avait un milliard d'euros. Il était donc nécessaire de faire des économies. Tout au moins de réorienter le système de santé et de demander au personnel soignant d'avoir une notion de l'économie, ce qu'ils ont maintenant. Maintenant, ce qu'il faut, c'est redonner du pouvoir médical et faire en sorte que les personnels soignants puissent agir avec un peu plus de liberté sur la base de leurs connaissances, ce qui n'est plus le cas actuellement. Alors la situation s'améliore, en tout cas en France, sur le front du Covid. Le gouvernement qui dit qu'il ne devrait pas prolonger l'état d'urgence sanitaire au-delà du 10 juillet. Est-ce que pour vous c'est une bonne chose ? Économiquement parlant, c'est une excellente chose. Du point de vue de la santé publique, M. Delfrécy s'est exprimé aussi la semaine dernière. Il me semble que ça peut être une bonne chose dans la mesure où désormais, contrairement au mois de mars, on sait diagnostiquer le Covid, on sait où il se trouve et on sait le circonscrire. Si on arrive d'une manière systématique à circonscrire les foyers, j'aime pas le mot cluster, à circonscrire les foyers, on n'aura pas de problème majeur. Ce qu'il faut, c'est que dans le même temps, l'ensemble de nos concitoyens respectent ces foyers circonscrits et respectent la distanciation. Ça veut dire qu'avec les mesures qui ont été prises par le gouvernement et les gestes barrières appliqués par les Français, pour vous, le risque de deuxième vague est écarté ? J'ai pas dit ça. J'ai dit qu'actuellement... Vous qui êtes médecin en plus, est-ce que pour vous, on échappera à la deuxième vague ou est-ce que le risque est encore là ? Je ne sais pas si on échappera ou pas à la deuxième vague. Je sais que le risque est encore là et je sais que pour l'instant, on sait le circonscrire. J'espère qu'on saura le circonscrire jusqu'au bout et j'espère surtout qu'on arrivera à ce que si
une deuxième vague arrivait, on sache soigner les patients ou par le vaccin ou par des traitements appropriés. Mais pour l'instant, ça, moi, je ne sais pas. Les scientifiques nous disent que le risque de deuxième vague est écarté pour l'instant, qu'il n'est pas impossible. Certains scientifiques disent qu'il n'y aura pas de deuxième vague, d'autres disent qu'il n'est pas impossible qu'une deuxième vague arrive. Moi, je ne suis pas au fait de la connaissance scientifique. Ce que je peux dire, c'est que les mesures de distanciation, le masque, ce sont des mesures efficaces et qu'il faut continuer de les mettre en place. Alors, pas de prolongement de l'état sanitaire, a priori, mais en revanche, un texte qui arrive en Conseil des ministres aujourd'hui, qui sera forcément examiné par le Parlement, qui restreint quand même les libertés, notamment la liberté de circulation, le port du masque devrait rester obligatoire dans les transports, qui restreint les libertés pour une durée de 4 mois. Est-ce que c'est un texte que vous soutiendrez ? Oui. Oui, enfin, je ne connais pas le texte dans son détail, mais dans son principe, oui, je pense que ce que je viens de vous dire, les règles de distanciation et le port de masque, on devrait en prendre l'habitude. Regardez ce qui s'est passé en Corée en particulier. C'est un pays où finalement, sachant circonscrire les clusters, sachant mettre en place la distanciation, sachant mettre en place les masques, il n'y a pas eu besoin de confinement. Donc si on sait mettre ça en place en France, on n'aura pas besoin de confinement par la suite. Vous présidez, Alain Milon, la commission d'enquête du Sénat sur la gestion du Covid. Vous allez la présider. En tout cas, elle sera mise en place à la fin du mois. Oui, mais c'est vous qui avez été désigné pour la présider. On a appris hier par le parquet de Paris l'ouverture d'une enquête sur la gestion du Covid. On sait qu'une commission d'enquête parlementaire ne peut pas enquêter sur des faits dont s'occupe la justice. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette décision du procureur de Paris d'ouvrir une enquête ? Il y a beaucoup de phénomènes bizarres qui sont apparus ces derniers temps. Le premier, c'est la volonté exprimée, semble-t-il, du président de la République de mettre en place une commission d'enquête indépendante. C'est faire fi de l'indépendance du Parlement et c'est faire fi de la démocratie. Ça, c'est le premier point. Vous lui demandez d'y renoncer à cette commission d'enquête, le président de la République, le gouvernement, elle ne doit pas être mise en place pour vous ? A priori, elle ne doit pas être mise en place. Le Parlement est libre. Le Parlement, il y a l'Assemblée nationale qui a sa propre commission d'enquête, le Sénat qui a la sienne. Il me semble que c'est largement suffisant. En tout cas, la Constitution avait prévu la liberté des parlementaires sur le sujet. Je pense que... Et elle est bafouée pour vous ? Pardon ? Elle est bafouée, la liberté des parlementaires ? Par une décision de ce type-là, si elle était prise, oui. Oui, carrément. Ça, c'est un point important. C'est un geste antidémocratique de première grandeur et c'est un geste extrêmement surprenant de la part d'un président de la République. Pour ce qui est de la justice, elle fera son travail. Elle fera son travail à partir de plaintes qui ont été déposées par nos concitoyens. Ça, c'est son rôle. Ce qui ne veut pas dire que nous-mêmes, Parlement, n'avons pas notre rôle à jouer. Nous le jouerons pleinement. Mais est-ce que ça ne va pas restreindre votre rôle ? Est-ce que ça ne va pas vous empêcher de faire tout ce que vous aviez prévu ? Absolument pas, puisque le but n'est pas le même. Le but de la justice, c'est d'essayer de trouver des coupables si l'on existe. Le but des commissions parlementaires, c'est d'essayer de trouver les défauts afin de les réparer. Quel est le calendrier ? À partir de quand vous allez débuter vos travaux ? À partir de début juillet ? Vous savez que fin juin, le Sénat va désigner le nombre de parlementaires qui feront partie de la commission. À partir du moment où il aura désigné, les groupes politiques désigneront leurs représentants dans cette commission d'enquête. Et début juillet, la commission nommera son président, ses vice-présidents, ses secrétaires et ses rapporteurs. Et on se mettra au travail immédiatement. Immédiatement, ça veut dire que Édouard Philippe ou encore Agnès Buzyn pourraient être auditionnés dès le mois de juillet ? Ça veut dire que Agnès Buzyn, Olivier Véran, Marisol Touraine, Xavier Bertrand, Roselyne Bachelot pourront être auditionnés dans un premier temps, ce qui me semble être... Pas Édouard Philippe ? C'est le Premier ministre, pourquoi pas ? Mais d'abord les ministres de la Santé. Pourquoi pas le Premier ministre ? Loin de là, ce n'est pas le problème. Je n'ai pas écarté Édouard Philippe. Je dis simplement que nous sommes dans une crise sanitaire et que dans un premier temps, il faut essayer de déterminer l'antériorité de ce qui a pu se passer pour qu'on en arrive là en 2020. Donc d'abord l'audition de tous les ministres de la Santé. D'abord l'audition de tous les ministres de la Santé depuis la loi HPST, mais pas uniquement des ministres de la Santé. Parce que les ministres de la Santé sont toujours accompagnés de conseillers, en particulier du directeur général de la Santé. Et entre Roselyne Bachelot et Olivier Véran, il y a eu différents directeurs généraux de santé et il n'est pas inintéressant de les auditionner eux aussi. L'Assemblée nationale qui envisage d'auditionner le professeur Raoult, est-ce que c'est une possibilité pour vous aussi ? Oui. Oui, mais encore une fois, je ne pense pas qu'il faut auditionner M. Raoult seul.
Parce que M. Raoult a son expression, il a ses connaissances. Je pense que nous n'avons pas les connaissances de M. Raoult. Donc il n'est pas inintéressant d'auditionner M. Raoult avec en face l'INSERM. Ce serait plus intéressant qu'il y ait un vrai débat de scientifiques au niveau du Parlement et non pas simplement l'audition de quelqu'un qui dit le contraire de ce que peut dire l'autre et qui critique l'autre pour critiquer l'un après. Je crois que si on les met les uns en face des autres, on aura plus de chances d'obtenir quelque chose d'intéressant. Dernière question, il y aura une coordination, un dialogue entre votre commission d'enquête et celle de l'Assemblée ou c'est chacun la sienne? Je pense qu'au bout du bout, il faudra qu'il y ait au moins un dialogue, peut-être pas une concertation, en tout cas pas l'obligation d'avoir un texte commun, mais que chacun doit garder sa personnalité. Vous savez que l'Assemblée nationale est sous la pression permanente des élections et de la population. Le Sénat a cet avantage d'être un petit peu au-dessus et d'avoir moins de pression, et donc de pouvoir travailler plus dans la tranquillité et la sérénité. Allez, on en reparlera bien sûr. Alain Bien Milon, sûr. on va passer à ce qui s'est passé hier au Sénat et ce texte sur les violences conjugales. On va en parler avec notre journaliste parlementaire Steve Jourdain. Et bonjour Steve. Bonjour Oriane, bonjour Alain Milon. Bonjour. Le Sénat qui examinait donc hier un texte sur les femmes victimes de violences dans l'hémicycle. Proposition de loi visant à protéger les victimes de violences conjugales. C'est l'intitulé du texte qui a été soumis hier aux sénateurs. Alors ce texte est issu de l'Assemblée nationale. Il porte la marque du Grenelle des violences conjugales. Le Grenelle des violences conjugales, souvenez-vous Oriane, c'était cette grande réunion nationale initiée par le gouvernement et Marlène Schiappa à l'automne dernier. Au sortir du Grenelle, Édouard Philippe avait détaillé 30 mesures à adopter pour lutter contre les violences faites aux femmes. Le texte adopté hier par le Sénat s'inscrit donc directement dans le prolongement du Grenelle, Oriane. Et c'est loin d'être le premier texte qui porte sur les violences faites aux femmes, c'est même déjà le troisième depuis le début du quinquennat. Loi Schiappa de 2018, loi Pradier de 2019, le texte adopté hier vient encore renforcer la répression des violences conjugales. Plusieurs articles viennent notamment alourdir les peines encourues. Certains d'entre eux créent même de nouvelles infractions, mais la partie la plus politique de la discussion portait sur un décret pris par le gouvernement il y a quelques semaines, un décret passé dans un premier temps inaperçu et qui a suscité la colère de plusieurs élus de droite comme de gauche. Des associations féministes et des avocats ont également dénoncé un texte qu'ils considèrent comme dangereux pour les femmes vulnérables, Oriane. Et Steve, que dit ce décret? Il porte sur les ordonnances de protection. Les ordonnances de protection, c'est un outil qui permet au juge de décider de mettre à l'abri une femme victime de violences sans que cette femme ait eu à déposer plainte. Or, avec le décret en question, le gouvernement souhaite imposer à la victime d'avertir elle-même son bourreau, le mari violent, donc par exemple, qu'une procédure est désormais ouverte à son encontre. Et tenez-vous bien, la victime doit avertir son agresseur dans les 24 heures et par voie d'huissier. Écoutez Nicole Belloubet qui justifie cette procédure devant les sénateurs hier. Si la voie administrative était imposée, elle monopoliserait les services de police et les services de gendarmerie pour délivrer des décisions de justice, ce qui ne paraît pas nécessairement opportun dans ce cadre-là. Je pense que nous pouvons arriver à un résultat de même nature et aussi efficace en travaillant donc avec la Chambre nationale des huissiers et avec les huissiers de justice. Et Steve, comment ont voté les sénateurs? Ils ont voté contre cette mesure. La sénatrice PS Marie-Pierre de la Gontrie avait déposé un amendement pour modifier la procédure de signalement. Un policier ou un gendarme sera finalement chargé de remettre la convocation au mari violent et cela dans les 24 heures après que le juge ait fixé la date de l'audience. Merci beaucoup Steve. Alain Milon, comment vous interprétez ce décret du gouvernement? C'est une erreur. Je pense que c'est une bourde. Demander à une femme qui subit la violence de son mari d'aller prévenir son mari, je crois que c'est la meilleure façon de la faire violenter une fois de plus. Donc je pense que nos collègues sénateurs et Michel Versier, qui était la rapporteure du texte, ont bien fait de supprimer cette partie qui me semble extrêmement dangereuse pour les femmes. Pourtant, le gouvernement qui fait de la lutte contre les violences faites aux femmes une priorité, il y a un décalage, selon vous, entre ce qui est dit et ce qui est fait? Non, je pense que c'est une bourde. Et le problème des politiques, généralement, c'est que quand ils font une bourde, ils ont du mal à la reconnaître. C'est le cas de Mme Belloubet hier, mais je pense que progressivement, le texte adopté par le Sénat sera adopté par l'Assemblée nationale et que ça ira mieux ensuite.
Et que pourrait dire merci le Sénat. Du coup, on va parler d'une autre réforme, une réforme que vous connaissez bien, c'est la réforme des retraites. Il y a une petite musique dans la majorité qui dit que cette réforme pourrait revenir, que c'est un problème de calendrier, que ce n'est pas un problème de fond. Est-ce que pour vous, dans le contexte actuel, ça reste une réforme nécessaire ou ce n'est plus une priorité ? Actuellement, ce n'est plus une priorité. Actuellement, la priorité, c'est la reprise de l'activité économique et la lutte contre l'échec social du Covid. Et donc, il faut à tout prix relancer l'activité économique, éviter qu'on ait un nombre de chômeurs considérable. Et puis, les retraites, on pourra revoir ça dans le temps plus tard. Pour l'instant, plus tard, ça veut dire après ce quinquennat ? Après le quinquennat, oui. Je ne pense pas que ce soit une bonne solution que de vouloir réformer les retraites maintenant. Il vaut mieux se consacrer totalement à la lutte contre le chômage et à la lutte pour une meilleure activité économique. Est-ce que vous pensez que c'est une réforme qui pourra voir le jour un jour où, vu la polémique qu'elle a créée, aucun gouvernement, même futur, ne se risquera à la remettre sur la table ? Réformer la réforme ou réformer le projet de réforme, oui. Probablement. Il faudra peut-être que ça se voit un jour. Telle qu'elle était présentée, je ne pense pas qu'elle puisse voir le jour. On va parler d'un autre sujet, c'est la dépendance, autre réforme qui est attendue. Et le gouvernement qui envisage de créer une nouvelle branche de la sécurité sociale, la branche perte d'autonomie pour financer la dépendance des personnes âgées. Est-ce que ce serait une bonne chose ? Isolément, non. Isolément, non. Nous avions fait au niveau de la Commission des affaires sociales plusieurs rapports sur la dépendance, dont le dernier de Bernard Bonne, le sénateur Bernard Bonne, qui préconisait un cinquième risque, donc la création d'une cinquième branche au niveau de la sécurité sociale, donc la mise en place de cotisations pour payer cette cinquième branche, mais à côté de cette cinquième branche et de ces cotisations, la mise en place d'un système assurantiel obligatoire, solidaire. Donc, si on ne fait que la solidarité par cotisation, ça ne pourra pas marcher parce qu'il faut beaucoup d'argent pour cette cinquième branche. Il faut donc mettre les deux ensemble, l'assurantiel et la solidarité par les cotisations. Il est estimé que pour qu'on ait une bonne politique de lutte contre la dépendance et qu'on ait donc quelque chose d'efficace tant au niveau des établissements, c'est-à-dire des EHPAD, qu'au niveau des particuliers, c'est-à-dire au niveau des maisons, quand on laisse les personnes âgées dépendantes chez elles, il faut à peu près entre 15 et 20 milliards par an de plus. On ne peut pas demander actuellement, dans la situation économique actuelle, que cela soit payé uniquement par les cotisations. Donc le système assurantiel doit entrer en jeu, il doit être obligatoire un petit peu comme l'assurance automobile. Et le système assurantiel, les assurances nous assurent qu'elles ont les moyens de le faire pour l'instant. Donc il faut faire les deux pour pouvoir marcher sur ces deux jambes, pour pouvoir obtenir un résultat efficace. Je vous rappelle quand même que le projet de loi organique sur la CADES et le projet de loi simple sur la CADES et sur l'autonomie ne prévoient ce système en prenant une ponction sur la CSG qu'à partir de 2024. Donc bien après les élections présidentielles, là aussi. C'est surtout donc de la part du gouvernement et du président de la République plutôt un effet d'annonce qu'une véritable mise en place d'une politique d'autonomie immédiate. Allez Alain Milon, on va terminer en regardant votre revue de presse, la revue de presse de votre département du Vaucluse avec Steve Jourdain qui revient. Et Steve, à la une de la presse régionale du côté du sénateur, c'est un meurtre toujours pas élucidé qui secoue le département. Oui, à la une de Vaucluse, Matin Alvirino Montero. Il s'agit d'un jeune homme de 22 ans tué en 2019 lors d'un affrontement entre différentes communautés. Les suspects ont été arrêtés rapidement. L'instruction a duré 8 ans, au total 8 ans, mais les proches de la victime attendent un procès. Ce procès ne vient pas, l'affaire n'a toujours pas été portée devant la cour d'assises du Vaucluse. Voilà, tu es en 2009. En 2009, pas en 2019. 2009, oui. 2009. Et on va rester dans le département, Steve, bien sûr, avec le deuxième tour des municipales et ce sondage choc sur la ville de Carpentras. Oui, Carpentras qui rêve de conquérir plutôt le Rassemblement national. Un sondage vient briser méthodiquement les illusions du parti d'extrême droite. Selon un sondage IFOP commandé par les Républicains, le candidat soutenu par le RN n'aurait aucune chance de gagner au second tour. En cas de retrait de la liste LR, les électeurs se reporteraient sur le candidat de gauche et non sur le candidat d'extrême droite. Les Républicains refusent pour l'heure toute fusion avec le Rassemblement national. Alain Milon, vous comprenez ce refus de pactiser avec le parti des Le Pen ? Je suis le président
des LR sur le département de Vaucluse. Donc ce sondage est particulièrement satisfaisant et je salue ici la volonté de M. Melchior de rester présent au deuxième tour, sachant qu'il arrivera troisième, mais ça empêchera surtout M. Dachenay d'arriver maire de Carpentras et c'est mon souhait le plus intime et le plus fort. Barrage à l'extrême droite. Barrage à l'extrême droite, oui. Ça marche encore, ce Front républicain, auprès des électeurs? Qu'est-ce qu'on appelle Front républicain? Ce barrage? Ah oui, non, le barrage, parce que M. Dachenay du Rassemblement national demande le Front républicain aussi, mais à droite, avec l'extrême droite. Oui, non. Tous contre le Rassemblement national. C'est pas tous contre l'Assemblée nationale, puisque M. Melchior se maintient et M. Andrieux se maintient. Donc c'est chacun dans son camp, chacun avec ses convictions, chacun avec ses idées. On parlait des alliances. Merci beaucoup, Steve. Merci pour cette revue de presse. On parlait des alliances. Les Républicains qui ont fait alliance dans plusieurs grandes villes avec la République en marche. Est-ce que ça, c'est des alliances que vous regrettez ou est-ce que c'est des alliances que vous soutenez ? Quand c'est nécessaire et quand c'est toujours pour faire barrage aux extrêmes, je soutiens sans aucune difficulté. Alors là, dans les villes en question, c'est pas forcément pour faire barrage aux extrêmes, notamment à Strasbourg où il n'y a pas de candidat du Rassemblement national. Non, mais enfin bon, s'il y a un rassemblement d'idées sur la façon de mettre en place une politique municipale, ça ne me choque pas. Ça ne vous gêne pas que les Républicains qui souhaitent incarner l'alternance en 2022 s'allient avec le parti présidentiel? C'est pas choquant. Je ne connais pas la situation locale, mais disons qu'à partir du moment où on a la même volonté pour la commune, enfin pour la ville en l'occurrence, la même volonté, sensiblement le même programme politique, il n'y a pas de raison de ne pas le faire. Ça risque pas de brouiller le message auprès de vos électeurs? Nos électeurs militants peut-être, mais nos électeurs tout court, non. Est-ce que ces municipales, c'est un nouveau départ pour votre parti, pour les Républicains? Le cycle de défaite est enfin terminé, dit François Baroin. Il a raison. Moi, avant les élections municipales, j'étais extrêmement inquiet sur l'avenir de ces élections municipales, en particulier dans le Vaucluse, mon département, où je pensais que le Rassemblement national ferait un score nettement plus élevé que ce qu'il a fait. Et donc, ces résultats ont conforté les LR, parce que toutes les communes que nous avions gagnées en 2014, on les a regagnées cette fois-ci, et nous en avons gagné d'autres. Donc non, les LR, dans ces élections, se sont retrouvés localement confortés. Je dis bien localement parce que les élections municipales, ce sont des élections locales, ce sont des élections de personnalités de communes ou de villes, ce ne sont pas des élections purement politiques. Les personnalités peuvent être adhérentes à un parti ou à un autre. Dans le cas, pour cette fois-ci, en 2020, c'est au LR. Donc, nos personnalités locales ont gagné leurs élections. Ça ne veut pas dire que ça ne veut rien dire pour 2022. Ça ne veut pas dire qu'on doit obligatoirement gagner 2022. Il va falloir se battre. Merci beaucoup, merci Alain Milon d'avoir été avec nous ce matin. Dans 2 minutes, l'invité politique, c'est Laurent Saint-Martin, le rapporteur général de la Commission des finances de l'Assemblée nationale. Avant de l'entendre, on va regarder un extrait d'Allons plus loin et on va notamment écouter Patrick Kanner, le président du groupe socialiste au Sénat. Il faisait partie des parlementaires présents hier à la marche contre les violences policières. Il était au micro de Jérôme Rabier, on l'écoute. Oui, avec Patrick Kanner, le président du groupe socialiste au Sénat. Vous êtes là avec des parlementaires, sénateurs, députés du Parti socialiste. C'était important pour vous d'être présent ici aujourd'hui? Bien sûr, décision que nous avons prise ce matin avec Olivier Faure, premier secrétaire du PS, et Valérie Rabault. Nous sommes là. Je sais bien que cette manifestation n'est pas totalement autorisée, mais chacun a bien compris que nous devions être présents pour marquer une forme de solidarité et surtout relever le caractère symbolique de ce rassemblement en l'honneur, à la mémoire, dans le respect de George Floyd, dont nous connaissons les conditions terribles de la disparition. On parle de George Floyd, mais le débat déborde sur les violences policières aussi en France. Des annonces hier. Pour vous, il faut aller plus loin? Bien sûr que les annonces hier de M. Castaner vont dans le bon sens. Arrêter les arrestations par étranglement, cela va dans le bon sens naturellement. Mais il est clair aujourd'hui que le mal est profond.
que notre police souffre aujourd'hui. Elle est exténuée, nous le savons bien, depuis des mois et des mois, pour ne pas dire plusieurs années, et que dans cette phase de fatigue, eh bien, des mauvais sentiments peuvent circuler dans cette police. Et donc aujourd'hui, la question des violences policières peut aussi être liée à des sensibilités politiques qui ne vont pas dans le sens, pour ce qui nous concerne, de la République. Et donc la police de la République doit être exemplaire. François Hollande avait proposé le récépissé, ne l'a jamais mis en place. Est-ce que vous dites a posteriori, oui, il faut le mettre en place désormais, ce récépissé lors de contrôle? Je n'ai jamais été favorable au récépissé. Quand j'étais ministre de la Ville, j'ai porté un texte, la loi égalité-citoyenneté, qui a multiplié les caméras piétons avec déclenchement automatique dès qu'il y a un contrôle d'identité. Et je considère que c'est la meilleure des solutions sur le plan technique, mais aussi pour la personne elle-même contrôlée. Parce que ça permet de savoir combien de fois elle peut être contrôlée dans la même journée, ce que ne permet pas un récépissé. Donc dans ce cadre-là, je suis favorable à ce que les caméras piétons soient multipliées, que cela soit considéré comme étant un élément normal du travail de la police aujourd'hui. Et dans toutes les hypothèses, il n'est pas acceptable qu'un jeune, parce qu'il aurait telle couleur de peau ou tel nom, puisse être contrôlé 10 ou 15 fois dans la même journée. C'est un scandale auquel il faut mettre fin. Et notre invité politique ce matin, c'est Laurent Saint-Martin. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, député La République En Marche du Val-de-Marne, rapporteur général de la Commission des finances de l'Assemblée nationale. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale, représentée par Stéphane Vernet de Ouest France. Bonjour Stéphane. Bonjour. Et on commence par ces manifestations hier dans plusieurs villes de France, manifestations contre les violences policières, et ce, malgré les annonces la veille de Christophe Castaner. Le gouvernement n'arrive pas à calmer la colère? Je crois que les annonces du ministre de l'Intérieur ont été claires et bienvenues, effectivement, mais il ne faut pas tout confondre dans cette séquence. Il y a effectivement une lutte contre le racisme qui est toujours à saluer, pourvu qu'elle soit faite effectivement par de bonnes intentions, avec de bonnes intentions. Et puis il y a cette petite musique sur les violences policières qui me dérange un petit peu, parce que qu'il y ait parfois des mauvais comportements dans la police nationale ou dans la gendarmerie, évidemment, qui serait capable de dire le contraire? Vous savez, il y a des idiots partout, il y a des gens qui disent des insanités partout. Et il faut les sanctionner plus encore, effectivement, quand vous êtes responsable et que vous portez l'uniforme. Ça, là-dessus, je crois que le ministre de l'Intérieur a été très clair et il a eu raison de le dire. En même temps, il y a une petite musique, moi, qui m'inquiète un petit peu, c'est de laisser penser que la police française est raciste. On a vraiment l'impression que dans ces manifestations, de plus en plus, se dit que la police française est violente et raciste. C'est faux. Je m'inscris totalement en faux contre ce discours-là. La police française n'est absolument pas raciste. Qu'il y ait des dérapages, malheureusement, par quelques agents publics qui doivent être probablement mieux sanctionnés de façon plus exemplaire, oui. Mais la police française n'est pas raciste. Et je trouve que l'importation de l'histoire américaine sur notre sol national est un peu dangereuse. Et ça serait, à mon avis, manquer de respect et pour l'histoire américaine et pour l'histoire française que d'essayer de faire parfois des parallèles un peu douteux. Vous êtes en train de nous dire que le problème, c'est le système de contrôle et de sanction des policiers qui dérapent aujourd'hui. C'est là qu'il y a un souci. Il faut quand même savoir que la police nationale est le corps le plus contrôlé de la fonction publique. Est-ce que la problématique, c'est pas de confier les enquêtes, par exemple, à l'IGPN? Finalement, c'est les policiers qui enquêtent sur les dérapages des policiers? Il peut y avoir un débat là-dessus, effectivement. Est-ce qu'à un moment, il ne doit pas y avoir une part de tutelle par la justice également pour contrôler et sanctionner? Moi, je crois aujourd'hui que l'IGPN fait un travail qui est difficile et qui est assez exemplaire. On ne peut pas reprocher à l'IGPN de ne pas prononcer des sanctions. C'est peut-être pas assez su, ça c'est vrai, c'est peut-être pas assez démontré, et je vous assure, j'étais encore dans le commissariat de Boissy-Saint-Léger dans ma circonscription cette semaine, je vous assure que les policiers sont très régulièrement contrôlés, et surtout au-delà des processus de contrôle administratif. S'il vous plaît, rendez-vous bien compte que 99% des forces de l'ordre, de ces agents publics, font ça pour protéger la population et pour être à leur côté. Ce ne sont pas des gens qui sont racistes, agressifs et violents. On ne peut pas laisser dire ça. Le jour où on perd la confiance dans notre police et que la police, à l'inverse, perd la confiance qu'elle peut avoir dans sa population, c'est le chaos. Il faut absolument recréer un climat de confiance entre les forces de l'ordre et la population. Heureusement, on le voit d'ailleurs dans les enquêtes d'opinion, une très très grande majorité de Français a totalement confiance dans les forces de l'ordre et c'est heureux. Mais ces manifestations sont parfois une loupe grossissante, assez erronée de ce que pourrait penser l'opinion publique. Attention, la police française n'est pas raciste, n'est pas violente. Il ne faut pas laisser dire ce genre de choses. Manifestations auxquelles étaient présentes des parlementaires. Malgré l'interdiction, ces manifestations étaient interdites pour cause d'état d'urgence sanitaire. Qu'est-ce que vous pensez de la présence de ces parlementaires ?
Écoutez, un parlementaire est libre, je ne suis pas là pour faire la leçon de morale de savoir où est-ce qu'il doit se trouver ou non. J'en appelle juste chacun à la responsabilité, évidemment sur le respect des conditions sanitaires, mais au-delà, j'en appelle aussi à la responsabilité sur la parole qui est donnée et qui est démontrée. Ce que je disais tout à l'heure, quand on est représentant du peuple, quand on est parlementaire par exemple, on ne peut pas dire que la police est raciste comme si c'était une généralité. Mais sur leur présence, un parlementaire qui vote la loi, ça ne nous pose pas de problème qu'il soit une manifestation interdite? Si, bien sûr que si. Ça pose tout parlementaire qui enfreint la loi a tort par définition. Mais je crois qu'au-delà du simple non-respect de la règle sanitaire, qui est déjà une faute en soi, vous avez raison, mais il y a aussi le message et la symbolique. Et ça m'importe particulièrement. C'est-à-dire qu'un parlementaire représente, vous avez dit, la nation, la loi. Il l'a fait, il l'écrit, il l'applique sur le terrain. Et donc, il a aussi cette co-responsabilité quand il s'adresse à la police nationale. Et donc, un parlementaire qui généraliserait des comportements honteux par quelques individus isolés dans la police nationale, comme si la police était raciste. Et parfois, malheureusement, il y a une petite musique de la part de certains bancs d'extrême gauche dans notre hémicycle. Je pense que c'est coupable. Pensez à qui, aux députés de la France Insoumise? Certains, pas tous. Là aussi, à l'inverse, ne faisons pas l'amalgame. Mais il y a effectivement certains propos qui parfois dérapent, ne sont probablement pas pensés, sont là un petit peu pour attiser. Mais je crois qu'à mettre de l'huile sur ces flammes-là, sur ces braises-là, dans notre pays, c'est extrêmement dangereux et extrêmement coupable. Vous évoquiez à l'instant la confiance comme un point clé, la confiance entre la police et la population et vice-versa. Est-ce que le chef de l'État peut restaurer cette confiance? Est-ce qu'il doit prendre la parole dans cette histoire? Oui ou non, et pourquoi? Le chef de l'État prendra la parole de façon... Il le fera. Plus globale. Le chef de l'État prendra la parole, je ne sais pas quand, je n'ai pas son donc agenda. De façon plus globale, donc pas sur les violences policières et pas sur cette problématique. Le chef de l'État s'adressera aux Français sur l'état de la crise sanitaire, l'état de la crise économique, l'état de la crise sociale et l'état de notre pays d'un point de vue sociétal. Et évidemment que ces sujets-là seront abordés d'une manière ou d'une autre. C'est normal. À partir du moment où il y a des choses qui se passent dans notre pays, le chef de l'État est concerné en premier lieu. C'est normal. Et donc s'exprimera aussi sur les sujets démocratiques et également sur les sujets de réconciliation dans notre pays. Il y a effectivement, je ne m'en cache pas, un enjeu pour la fin du mandat de réconcilier davantage le pays. Il y a des fractures aujourd'hui, nous l'avons vu avec les Gilets jaunes d'un point de vue social, nous le voyons avec les manifestations aujourd'hui d'un point de vue peut-être plus territorial et malheureusement parfois un peu plus communautaire, ce qu'il faut absolument éviter justement. Et notre enjeu, une de nos responsabilités pour la fin de ce mandat, c'est de ne surtout pas laisser s'aggraver ces fractures, surtout si elles sont communautaires, mais bien de les rassembler et de rappeler que nous sommes nation et que nous faisons tous la France et qu'il n'y a ni différence d'un Français à un autre en fonction de sa couleur de peau, en fonction de son origine ou en fonction de sa religion, et que surtout la police, par exemple, puisqu'on en parle, est d'abord là pour servir et pour protéger sa population et pas pour l'oppresser et la sanctionner. Allez, on va parler d'un autre sujet, le gouvernement qui ne prolongera pas vraisemblablement l'état d'urgence sanitaire au-delà du 10 juillet, mais un projet de loi est présenté ce matin en Conseil des ministres pour restreindre les libertés pour une durée de 4 mois. Vous n'arrivez pas à sortir de cet entre-deux, de ce en même temps ? Justement, c'est une sortie en sifflet, comme on dit, des prérogatives et des outils qui sont donnés à l'exécutif. C'est une très bonne méthode. L'état d'urgence doit rester une situation exceptionnelle. Et le gouvernement l'a toujours dit, et il le respecte. Voilà. Il a été voté 2 fois, parce que le confinement l'exigeait. Il considère aujourd'hui qu'il n'y a plus matière à prolonger l'état d'urgence, effectivement, au-delà du 10 juillet. C'est heureux. Je pense que c'est une bonne mesure, parce que parfois, on peut être un petit peu trop habitué à des mauvais outils qui seraient un peu trop, effectivement, à la faveur de l'exécutif. Non, nous sommes... Mais justement, est-ce qu'avec ce projet de loi, vous ne prêtez pas le flanc à ceux qui vous disaient que les mesures de l'état d'urgence vont finir par entrer dans le droit commun? Est-ce que là, finalement, ce n'est pas le cas? Pas du tout, puisque c'est un projet de loi qui, là encore, présentera de façon temporaire des outils qui permettra à l'exécutif de garder des capacités à réagir vite en cas de nouvelles catastrophes sanitaires. C'est plutôt intelligent, je trouve. C'est-à-dire que l'état d'urgence, non, c'est terminé, ça ne se justifie plus, mais il faut quand même faire conserver à l'exécutif quelques outils qui sont très différents de l'état d'urgence, qui lui permettent de réagir un peu plus vite que, justement, le régime de droit commun. Et puis quand tout ça sera derrière nous, vraiment derrière nous, alors il sera temps de revenir à notre régime de droit commun. Sur la situation de l'hôpital et de la santé en général, vous suivez les travaux du Ségur de la santé, qu'est-ce qui se profile ? Alors, d'abord, il y a une volonté politique inouïe et inédite sur le fait d'investir enfin dans notre hôpital public. Il y a 2 volets de la sortie de ce Ségur-là. C'est effectivement mieux reconnaître ces métiers-là,
et mieux les rémunérer, il faut dire les choses telles qu'elles sont, il faut mieux les gratifier, il faut mieux les payer. Et puis il y a le sujet de l'investissement dans l'hôpital, parce que c'est pas parce qu'on aura mieux payé le personnel, ce qui est une partie importante. C'est pas parce qu'on aura uniquement mieux payé le personnel que l'hôpital public sera totalement libéré de ses difficultés. Donc il faut leur donner des moyens d'investissement. Ils seront à quelle hauteur ces moyens? Vous avez un ordre d'idée? C'est trop tôt pour le dire, et c'est justement pour ça que le Ségur de la Santé sert à faire de la concertation, sert d'abord à écouter. Évaluer les moyens nécessaires. Bien sûr, ce que fait Nicole Notat aux côtés du ministre de la Santé aujourd'hui dans les territoires, c'est précisément... Mais vous devez bien avoir une idée de l'échelle que ça peut représenter. Aujourd'hui, nous avons déjà initié cette dynamique-là, par exemple, en reprenant un tiers de la dette des hôpitaux publics. Nous l'avons voté en commission avant-hier dans ce qui s'appelle le projet de loi organique sur le transfert de la dette sociale. Nous avons repris une partie de la dette des hôpitaux. Pourquoi ? Parce que quand vous allégez l'endettement des hôpitaux, vous leur redonnez de l'oxygène, du souffle pour réinvestir, donc faire des achats, donc permettre de moderniser l'hôpital. La modernisation de l'hôpital est une des clés de la réussite du Ségur de la Santé. Mais pour ça, il y a deux manières de faire. Soit vous faites un plan de haut en bas, parce que vous êtes persuadé d'avoir la vision, et puis après on se rend compte que dans l'application, c'est pas aussi simple que ça, et ça ne va pas toucher les bonnes personnes. Soit vous prenez un peu plus de temps, et c'est tout l'objet du Ségur de la Santé, et vous écoutez et vous concertez, d'accord ? Et vous allez chercher justement des solutions de compromis, vous allez chercher finalement les solutions qui s'adaptent au mieux à ce que vous disent les professionnels. Il faut écouter le terrain. Et le Ségur de la Santé, c'est écouter le terrain hospitalier. Et les mesures seront présentées, ça sera traduit par différentes manières, de façon soit législative, soit réglementaire, peu importe le véhicule, on va dire, normatif, mais ce qui sera promis à l'issue du Ségur de la Santé sera fort. Voilà. Il sera fort et sera sans précédent. Et je rappelle juste, parce que c'est toujours un petit peu baroque de faire croire qu'on se réveille avec cette crise sanitaire sur la question de l'hôpital. Enfin, il faut quand même rappeler que depuis 3 ans, on a augmenté les budgets comme personne ne l'avait fait. Qu'il y ait toujours des problématiques de matériel, de logistique, de rémunération, bien sûr. Mais enfin, le budget de l'hôpital, il est déjà en augmentation depuis 3 ans. Donc le Ségur de la Santé, c'est pas on se réveille, on se rend compte qu'il y a un sujet à l'hôpital. C'est une accélération d'un processus qui a déjà commencé quand Agnès Buzyn était ministre de la Santé et qu'il nous faut prolonger d'ici la fin du mandat avec justement une remise à plat des besoins, avec une remise à plat des outils possibles et une réelle augmentation des salaires des soignants qui n'était pas prévue dans le projet de loi d'Agnès Buzyn. Et une augmentation des salaires. Vous savez, l'augmentation des salaires, là aussi... Et qui n'aurait pas eu lieu s'il n'y avait pas eu cette crise de la part du gouvernement. Vous savez, l'augmentation des salaires dans la fonction publique, que ce soit celle d'État, celle hospitalière ou celle de la fonction publique territoriale, c'est toujours très très cher pour la collectivité, parce qu'il y a beaucoup d'agents publics, et des personnes qui le ressentent assez peu sur leur feuille de paie. Donc par définition, si vous voulez faire une augmentation massive, ce qui est importante, qui doit avoir lieu, ça va en coûter encore plus cher. Donc il faut le faire sur l'endettement. L'endettement, il y a des moments pour le faire plus ou moins, et c'est vrai qu'une sortie de crise est un moment pour s'endetter, pour répondre à la crise, et donc pour mieux rémunérer nos enseignants, qui en plus ont été en première ligne et le méritent amplement. Les soignants, vous voulez dire? Les soignants. Qu'est-ce que j'ai dit? Les enseignants. Les soignants, excusez-moi. C'est un autre sujet. Le mérite. Pardon. Si, mais les soignants. La commission d'enquête, le Sénat et l'Assemblée nationale, qui mettent en place des commissions d'enquête sur la gestion de ce Covid-19, la manière dont le gouvernement a géré, et l'Élysée qui annonce la mise en place de sa propre commission d'enquête. Est-ce que, pour vous, c'est une atteinte aux droits du Parlement? Le Parlement a des prérogatives que le constituant lui a données, qui est effectivement de contrôler l'action de l'exécutif, dont acte. Donc c'est au Parlement de se saisir de commissions, alors pourquoi cette commission de missions d'information, de commissions d'enquête qui ont lieu. Je rappelle que la mission d'information sur la crise sanitaire et la crise économique a eu lieu au Parlement depuis le tout début. Richard Ferrand a mis ça en place dans les tout premiers jours, j'en suis un des membres, et elle s'est transformée en commission d'enquête. Le rapporteur de cette commission d'enquête n'est pas franchement un farouche partisan de la majorité, c'est M. Éric Ciotti. On ne peut pas dire qu'on ne respecte pas les droits de l'opposition. On le fait dans, justement, une logique transpartisane, parce qu'une commission d'enquête doit faire cet effort non seulement de transparence, mais aussi de respect des oppositions. Donc on donne même le rapport, on le donne à Éric Ciotti et à l'opposition. Donc je pense que ça, c'est important. Le Sénat doit faire également son travail là-dessus. Pourquoi est-ce que l'exécutif fait aussi ce travail-là? Ce n'est pas la même logique. Il n'est pas là pour se contrôler lui-même, il est là pour mieux comprendre ce qui a pu dysfonctionner également en son sein. Mais ça n'a pas la même valeur constitutionnelle. C'est pas l'objectif premier des commissions d'enquête montées par le Sénat et l'Assemblée, de mieux comprendre ce qui s'est passé? La valeur constitutionnelle d'une commission d'enquête parlementaire,
est la plus importante, évidemment. Qu'il y ait des travaux au sein de l'Élysée, au sein du gouvernement, pour mieux comprendre certains dysfonctionnements internes, est sain. Vous ne ferez pas dire le contraire. Donc les commissions d'enquête parlementaires, vous êtes en train de nous dire qu'elles priment sur ce que pourrait monter le gouvernement, l'Élysée Constitutionnellement, bien sûr. Et c'est le procureur de la République de Paris qui ouvre une enquête, en fait. Ça, est-ce que c'est pas de nature à perturber ou limiter la portée d'action des commissions d'enquête parlementaires ? Écoutez, c'est à chacun de respecter la Constitution dans laquelle nous vivons. Et justement, les choses vont se télescoper, là, pour le coup. Le Parlement est l'organe qui a légitimité pour contrôler l'exécutif. Voilà. Et les commissions d'enquête sont en cours. Et nous verrons bien les conclusions qui seront menées. Mais je n'ai aucun doute sur le fait... Sauf que le Parlement ne peut pas enquêter sur des procédures judiciaires en cours. Donc du coup, votre marge de manœuvre ou votre rayon d'action ne sera-t-il pas limité par cette initiative judiciaire ? Je fais toute confiance au rapporteur de la commission d'enquête et à l'ensemble des membres pour trouver toutes les marges de manœuvre que la Constitution leur procure pour aller effectivement poser les bonnes questions, auditionner les bons responsables. Et surtout, c'est ça qui m'importe, moi, vous savez, la question, c'est pas de savoir qui a la meilleure commission d'enquête. Surtout, est-ce qu'on ressort de cette crise avec des outils améliorés, modernisés, qui nous permettent de mieux anticiper les crises quand demain elles venaient à se reproduire. Un dernier mot là-dessus, il y a une 60aine de plaintes qui ont été déposées contre des membres du gouvernement sur cette gestion de la crise. Est-ce que vous les comprenez, ces plaintes ? Il y a beaucoup de bruit politique derrière ces plaintes, il ne faut pas être naïf, il y a beaucoup de militantisme. Je trouve un peu indécent entre nous qu'il puisse y avoir des plaintes au milieu de la crise quand on voit comment le gouvernement a pu gérer de façon assez exemplaire cette crise sanitaire. Le reste, maintenant, c'est à la justice de s'en saisir. Ce n'est pas à moi d'interférer, bien sûr. Mais je trouve que parfois, certains militantismes un peu désœuvrés pendant cette crise auraient mieux fait de participer à cette union nationale et à participer... Qui tient les ficelles politiques, puisque vous dites que c'est politique ? Je ne suis pas là à l'inverse pour porter des plaintes dans l'autre sens. Moi, je me préoccupe du pays et comment est-ce qu'on peut effectivement avancer tous ensemble. Je trouve juste que certains n'ont pas fait grand-chose et se sont contentés de porter plainte. Le troisième budget rectificatif va être présenté ce matin en Conseil des ministres. C'est un budget de plus de 40 milliards en soutien notamment au secteur en difficulté, l'aéronautique, l'automobile, le tourisme. Est-ce que vous savez ce qu'il contient plus précisément ? C'est un budget rectificatif, d'abord, qui va redéfinir une nouvelle trajectoire des finances publiques, parce que tous les mois, elles évoluent malheureusement. Nous avons une récession qui va être estimée à 11 points, c'est quand même beaucoup. Nous avons un déficit qui va dépasser les 10%, nous avons un endettement autour des 120%. Voilà. Donc, ce sont des chiffres qui donnent un petit peu le vertige pour le rapporteur de budget que je suis, mais il faut les assumer, il faut les prendre comme tels, et la crise est très violente. Et maintenant, l'objectif, c'est comment est-ce qu'on permet à nos secteurs économiques et à nos emplois de rebondir, comme on dit dans le jargon économique. Donc effectivement, c'est un texte qui va prolonger l'urgence économique, le fonds de solidarité, l'activité partielle pour certains cas, le prêt garanti par l'État. On continue toutes ces mesures d'urgence économique. Et puis cette fois-ci, dans ce texte, on commence à cibler par secteur ceux qui en ont le plus besoin. Vous en avez cité certains, l'automobile, l'aéronautique, le tourisme, l'hôtellerie, la restauration, la presse, les collectivités territoriales. Et j'allais y venir, un troisième volet important qui est l'aide importante aux collectivités territoriales qui ont participé, par leur baisse de recettes fiscales notamment, à la crise, et puis qui ont fait aussi des dépenses de fonctionnement. Donc il était important, dans un pays où il y a de l'autonomie financière des collectivités, mais pas de l'autonomie fiscale, il est important que l'État prenne le relais et soutienne les collectivités. Le Premier ministre, là-dessus, a été sans ambiguïté. L'État viendra compenser et aider les collectivités territoriales. À une hauteur totalement inédite. Les chiffres sont vertigineux, je reprends un terme que vous utilisez. 460 milliards d'euros de soutien public du fait de ces trois projets de loi de finances rectificative cumulés. C'est juste énormissime. Comment on va trouver cet argent ? Où est-ce qu'on va le chercher ? Vous évoquiez l'emprunt tout à l'heure en disant que les périodes de crise, c'est le moment d'emprunter, mais quand même, on est sur des montants hallucinants. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu. 20%, comment on va payer ? 20% du produit intérieur brut consacré à la crise, c'est du jamais vu. Comment on va payer ? Nous avons fait le choix de nous endetter. Vous savez, mais c'est possible de rembourser à long terme sans augmenter les impôts ? Je vais vous répondre. Mais d'abord, il faut que les Français comprennent qu'il n'y a pas 36 solutions pour trouver de l'argent. Soit on le prélève, ça s'appelle l'impôt, soit on l'emprunte sur les marchés. Ou soit on fait des économies ailleurs. Il n'était ni raisonnable de demander aux Français de participer à hauteur du montant que vous avez cité, et il n'était ni raisonnable d'aller faire des économies de fonctionnement à hauteur de 400 milliards d'euros. Donc nous avons choisi l'endettement, qui était la meilleure des solutions. Il se trouve que nous sommes dans un contexte macroéconomique avec des taux d'intérêt très bas.
il se trouve que nous pouvons emprunter à 10 ans à taux zéro. Il aurait été coupable de ne pas profiter de cette situation où les marchés sont favorables. Et il se trouve que la France, et quoi qu'on en dise dans notre pays souvent pessimiste, une excellente référence sur les marchés financiers. La France, avec les États-Unis et l'Allemagne, est la meilleure signature, comme on dit, sur les marchés financiers. C'est-à-dire qu'on veut nous prêter plus que ce que nous émettons. Nous n'allons quand même pas nous priver de ce privilège, et nous avons la capacité aujourd'hui à financer la crise. Est-ce que ça doit durer éternellement ? Et qui va rembourser à la fin cette dette ? Est-ce que ça doit durer éternellement ? Non, bien sûr, nous devons nous endetter autant que de besoin, guère plus. Parce que sinon, justement, ceux qui nous prêtent, à un moment, ne vont plus vouloir nous prêter. Donc il faut être responsable, il faut être sérieux budgétairement. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir recours à l'endettement. Et qui paiera un jour ? Vous savez, la dette publique, ce n'est pas votre dette avec votre ménage quand vous achetez votre crédit immobilier. Ce n'est pas non plus la dette de la PME qui doit rembourser chaque mois à la banque. Ça ne fonctionne pas comme ça, une dette souveraine. Une dette souveraine, ça se refinance. D'accord ? Ça ne veut pas dire que ça ne se rembourse pas, mais ça se refinance. Et ce qui compte surtout budgétairement, c'est-à-dire pour les citoyens et pour leur impôt, c'est la charge de la dette, le coût de la dette. À partir du moment où vous avez une charge de la dette qui est si basse, vous pouvez augmenter votre capital qui sera renouvelé par de nouvelles émissions. Et puis, effectivement, quand la crise est passée, quand les nuages sont un petit peu partis, vous devez effectivement stabiliser votre dette et commencer à la réduire, effectivement. Aujourd'hui, la France a une capacité d'endettement qui est encore tout à fait possible et qui est encore tout à fait accepté par ceux qui nous prêtent. C'est ça qui est rassurant, c'est ça que la crise aussi nous a démontré, parce que vous savez, vous ne le savez pas tant que vous êtes affronté directement par cette crise face à vos créanciers. Il se trouve qu'il y a même plus de demandes parce que le produit que l'on met sur le marché, notre dette à tous, elle est demandée. Donc nous devons absolument utiliser ce recours à l'endettement. Est-ce que vous pouvez nous garantir qu'à court terme ou à moyen terme, il n'y aura aucune augmentation d'impôts ou de création de nouveaux impôts pour rembourser ? Je vous le garantis. Droit dans les yeux, on ne touche pas aux impôts. Je vous le garantis, il n'y aura pas d'augmentation de prélèvements obligatoires sous ce quinquennat. C'est la seule garantie que je peux vous donner, parce qu'après, je ne sais pas si je serai aux responsabilités pour vous le garantir à nouveau. Et d'ici 2022, sur 2022, il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas pour deux raisons. D'abord parce que ce serait idiot de croire qu'on rembourserait les déficits à 11,4. Avec de l'augmentation d'impôts en 2 ans. C'est faux. Les échelles sont totalement différentes. Donc nous ne pouvons pas de toute façon réduire le déficit aussi rapidement. Ça prendra des années. Donc ça ne se réglera pas par 2 ans d'impôts. Et deuxièmement, c'est totalement contre-productif. On demande aux Français de consommer plus parce qu'ils ont de l'épargne excédentaire liée au confinement. On demande aux entreprises de redémarrer et d'investir. On ne va quand même pas les sabrer avec des prélèvements obligatoires. Et à un moment, il faut un peu de cohérence économique. La relance passe par, au contraire, une capacité à avoir de l'oxygène et une capacité à pouvoir soit consommer quand vous êtes un ménage, soit investir quand vous êtes une entreprise. Donc oui, je vous le répète, pas d'augmentation d'impôts pendant ce mandat. Il nous reste très peu de temps, Laurent Saint-Martin. Dernière question, Stéphane. Quelle est l'ambiance au sein de LREM, La République En Marche ? Comment ça se passe ? Il y a eu une réunion de groupe hier. Est-ce que vous pouvez nous en donner quelques éléments ? C'est quoi l'ambiance ? Je ne vous donnerai aucun élément parce que même si tout fuite... mais ça restera entre nous. Non, ben justement pas. J'ai une doctrine très pénible, un peu vieux jeu, vous me l'accorderez, mais ce qui reste dans une réunion privée n'a pas à sortir publiquement, donc je ne répéterai jamais aucune phrase. Écoutez, aujourd'hui, le groupe La République En Marche est concentré, mais réellement concentré. Et j'en suis la preuve vivante. Aujourd'hui, je vais recevoir les ministres à la Commission des Finances pour préparer le projet de loi de finances rectificative. Écoutez, franchement... Il y a quand même quelques lignes de fracture. Je comprends, c'est pas un reproche, l'appétence pour le potin politique lié au groupe, lié au mouvement, etc. Potins, quand même, là. Franchement, vous avez le groupe majoritaire à l'Assemblée. Est-ce qu'aujourd'hui c'est un groupe affaibli, avec un président affaibli à sa tête ? On n'est pas affaibli quand on est en responsabilité, quand on traverse la plus violente crise que le pays n'a jamais connue. Les Français s'en fichent pas mal de savoir qui est à la tête du groupe La République En Marche. Est-ce qu'il est fragilisé ? Est-ce qu'il a envoyé une note cafutée, etc. Je vous assure que les Français s'en fichent pas mal. Et ils ont raison. Quand on traverse une crise historique, c'est pas le moment de se diviser et de mais le le groupe est là. En plus. Le groupe est là. Il est présidé par... Le tempo n'est pas formidable. Le groupe est là. Il a un président. Nous sommes à la tâche. Nous avons un projet de loi de finances rectificative à voter. Nous le ferons. Et nous préparerons les 2 prochaines années avec une nouvelle stratégie, très probablement, qui sera d'abord présentée par le président de la République dans quelques semaines. Et nous faisons les choses par étapes. Vraiment, je suis plus que jamais, et je crois que nous sommes collectivement concentrés sur le fait de transformer ce pays et de l'aider à sortir de la crise. Tout le reste, c'est de la littérature politicienne qui n'est absolument pas prioritaire. Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup. Merci Laurent Saint-Martin d'avoir été avec nous. Merci Stéphane. Demain, votre place, ce sera Julien Bayou, le secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts. On passe tout de suite au Club des Territoires.
La Mutuelle nationale territoriale, la mutuelle des agents des services publics locaux, vous présente le Club des territoires. Engie, acteur engagé dans la transition zéro carbone des régions, vous présente le Club des territoires. La presse quotidienne régionale et les télévisions locales vous présentent le Club des territoires. Le Club des territoires en partenariat avec la presse quotidienne régionale, les télévisions locales et les Indés radios. Avec nous aujourd'hui, ils nous rejoignent Thierry Dupont, Bruno Cotresse et Olivier Auguste. Ils s'installent dans ce club. On fera un point sur la campagne à Toulouse avec Éric Berger de la Dépêche du Midi et à Orléans avec nos partenaires de la Nouvelle République. Mais d'abord, comme tous les jours à cette heure-ci, c'est l'heure des dernières infos de cette campagne, le journal de campagne de Steve Jourdain. Steve, bonjour. Les infos de campagne avec vous. Dans votre journal, aujourd'hui, de plus en plus de femmes au second tour d'une élection municipale. Oui, c'est une bonne nouvelle, c'est une évolution positive selon le décompte de nos confrères du Parisien. Il y aura 24% de femmes tête de liste le 28 juin prochain. C'est 5 points de plus que lors du précédent scrutin de 2014. Alors, il reste encore du chemin à faire. Il faut rappeler qu'une loi de 2013 sur la parité impose que les listes soient composées d'autant de femmes que d'hommes. Mais cette obligation ne vaut pas pour les têtes de liste. Il faudrait donc peut-être aller encore un peu plus loin, Oriane, pour que l'on aboutisse à 50% de femmes tête de liste aux prochaines élections. Et on va faire un tour de France de la campagne. Dans ce club, on va commencer avec vous. Campagne de second tour qui a démarré hier avec un débat entre les candidats qui était organisé à Metz. Oui, Metz passera-t-elle à droite après 12 ans de mandature socialiste? C'est tout l'enjeu du second tour. 3 candidats débattaient hier à la télévision. Xavier Bouvet, successeur désigné de l'actuel maire de gauche. Françoise Grolet, candidate du Rassemblement national. Et François Grosdidier, sénateur LR qu'on connaît bien ici au Palais du Luxembourg. Alors que retenir de ce débat? Eh bien, que Xavier Bouvet n'a pas dit son dernier mot. Il est arrivé second au premier tour et plaide toujours pour une ville plus verte. Pour lui, il faut investir massivement dans les transports en commun. Écoutez, c'était au micro du Républicain Lorrain, de Via Mirabel et de France Bleu Lorraine. Que c'est un sujet qui est à la fois de vie quotidienne, pour retrouver ses proches, pour pouvoir se déplacer librement. C'est un sujet social, c'est un sujet culturel et c'est un sujet économique, pour pouvoir se rendre au travail. Il y a un quart des Français qui a déjà dû renoncer à un travail parce qu'il n'avait pas de liaison satisfaisante en matière soit de voiture, soit de transport en commun. Et donc comment trouver une place dans un bus? C'est à la fois un sujet économique et commercial, et investir pour les transports en commun, c'est aussi renforcer l'appareil économique et commercial de la métropole. Voilà, et de son côté, Françoise Grolet, candidate Rassemblement national, affirme qu'il faut tirer toutes les leçons du coronavirus. Écoutez. On se rend compte avec cette crise que le Rassemblement national a eu raison sur tout. En 10 secondes. Sur le retour de frontières qui protègent, sur la relocalisation de l'emploi et du travail, sur le fait donc de revaloriser les salaires de ceux qui ont tenu la France à bout de bras. Moi, je souhaite appliquer une politique de bon sens à Metz. Et bien sûr que j'invite les Messins à choisir le bon sens, choisir des élus responsables qui seront à leur service. Pour François Grosdidier, Metz est devenue une ville polluée par l'insécurité. Metz doit devenir une ville plus sûre. Écoutez. J'ai eu beaucoup d'inquiétudes pour Metz parce que je vois à Metz, j'ai vu un climat d'insécurité se développer, j'ai vu la ville verte devenir de plus en plus grise, j'ai vu surtout se creuser une distance entre les habitants et la machine municipale. Voilà, et François Grosdidier est largement en tête selon les derniers sondages. On le voit avec cette une du Républicain Lorrain, Oriane. Et Steve, on va terminer avec cette commune où il n'y aura pas de second tour fin juin. Oui, situation très cocasse à Sainte-Marie-Outrelot. C'est une commune de 150 habitants située dans le Calvados ici. Il n'y aura pas de second tour. Pourquoi? Eh bien parce que si 10 candidats ont été élus au premier tour, aucun ne s'est déclaré pour le second. Faute de candidats, donc la liste des 10 candidats a été validée par les autorités. Ces 10 candidats siégeront au conseil municipal et les habitants n'auront donc pas besoin d'aller voter pour le second tour.
Merci beaucoup Steve pour ces dernières infos de campagne. On vous retrouve un peu plus tard pour la revue de la presse quotidienne régionale. On va donc débuter ce club. Bonjour messieurs. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Et Olivier Auguste qui est avec nous à distance. Bonjour Olivier. On va commencer par ce texte présenté aujourd'hui en Conseil des ministres. C'est le 3e budget rectificatif. Il vise notamment à aider les secteurs en difficulté, le tourisme, l'aéronautique, l'automobile. Et ce sont des secteurs vitaux pour de nombreux territoires, avec des élus qui se mobilisent. Thierry, est-ce que la crise économique que connaît la France et qui risque de s'accentuer, ça va avoir un impact sur ces municipales ? Très clairement, on voit que, notamment si on parle de villes comme Toulouse pour l'aéronautique, c'est clair que le sujet s'est invité dans la campagne. Avec une, comment dire, on a vu Jean-Luc Moudenc, le maire sortant, défendre ce plan, défendre la nécessité d'un plan, parce que au-delà des grands noms comme Airbus, il y a toute la chaîne de valeur, toute la chaîne des sous-traitants, et ça irrigue tout le territoire. Bruno ? Oui, très clairement, les questions économiques et sociales sont en train de prendre le dessus. On vient de passer plusieurs semaines, presque 3 mois, dans l'aspect sanitaire, mais on voit qu'aujourd'hui, c'est l'aspect vraiment économique. Et c'est surtout comment ça va descendre à l'intérieur des territoires, les pertes d'emploi, la difficulté pour les jeunes de retrouver un travail dans ce contexte tellement difficile aujourd'hui. Donc il n'y a aucun doute pour moi que l'exécutif va sans doute essayer de s'appuyer sur les élus locaux à nouveau et d'essayer de redynamiser un certain nombre de territoires stratégiques, tout le littoral, les différents littoraux français qui sont concernés par le tourisme, l'aéronautique, donc tout un tas de secteurs qui sont des secteurs absolument clés, notamment à un moment donné où Emmanuel Macron et l'exécutif veut revenir sur le thème de la souveraineté économique, la souveraineté de la production française dans un certain nombre de domaines. Donc il y a là des enjeux qui sont extrêmement fort parce que ça va se traduire très rapidement sur le front de l'emploi, sur le front du nombre de chômeurs. Et à l'automne, l'exécutif aura sans doute un moment très difficile lorsque le nombre de demandeurs d'emploi va augmenter de manière extrêmement élevée. Et il faudra que l'exécutif montre qu'il pèse de tout son poids, qu'il mouille la chemise et qu'il essaye de se mobiliser très fortement sur ces secteurs qui sont très souvent des secteurs considérés comme des fleurons de la production française. Olivier, est-ce que ces thèmes de l'économie, de l'emploi, ils vont être plus présents dans la campagne de second tour qu'ils ne l'ont été au premier ? Oui, forcément, ils sont déjà présents d'ailleurs, puisque il y a des impacts locaux très, très forts de cette crise, ou qui sont attendus en tout cas, si on ne les voit pas déjà. On parlait évidemment de l'aéronautique avec la région toulousaine, on parlait du tourisme avec les problèmes de fermeture, de restriction de cafés, d'hôtels, restaurants, etc. Et donc, ces thèmes vont forcément émerger et ont déjà en réalité émergé dans la campagne des municipales, même s'il y a un petit paradoxe, puisque le développement économique, ce n'est pas une compétence des maires, c'est plutôt une compétence des régions, mais il n'empêche que les élus locaux comme les maires ont un rôle d'impulsion pour attirer les entreprises, ont un rôle de coordination. Et donc, effectivement, ces thèmes-là, ils ont déjà débarqué dans la campagne des municipales. Je peux vous donner rapidement 2 exemples. Lyon et Bordeaux, où on a assisté à des alliances, des regroupements, des fusions de listes entre les Républicains d'un côté et puis la République en marche de l'autre. Et ces rassemblements, ils ont été justifiés au nom de l'emploi, et notamment parce qu'il y a une crainte exprimée par ceux qui promeuvent ces rassemblements que des listes écologiques, d'une écologie un peu radicale qui prône la décroissance, est un impact très négatif pour l'emploi dans les villes concernées. Et donc il y a eu une sorte de volonté de faire barrage à ces listes écologistes qui ont fait de très bons scores au premier tour, qui a justifié ces alliances entre la droite et la République en marche, qu'on n'avait pas forcément vu venir il y a quelques semaines. Oui, on peut prendre l'exemple de Toulouse. On a bien vu que Jean-Luc Moudenc, par exemple, interpelle ses rivaux, enfin son rival écologiste. Notamment, est-ce que l'écologiste, Antoine Meurice, va soutenir la LGV Bordeaux-Toulouse ? On voit bien que le gouvernement, lui, est tenté de relancer tout un tas d'infrastructures parce que ce sont des pourvoyeurs en investissement et en commande publique, et donc ça va permettre d'amorcer la reprise.
est-ce que les écologistes seront en appui de ces dossiers ou pas? Et donc leurs adversaires en profitent et mettent le doigt là où ça fait mal. Et justement, on va aller à Toulouse dans quelques secondes. Un dernier mot d'abord, Bruno. Oui, c'est vraiment intéressant ce thème, c'est-à-dire qu'on voit qu'il y a un jeu qui est très important, qui est en train de se mettre en place. À travers les élections municipales, effectivement, c'était dit autour des alliances entre La République En Marche et les Républicains au nom d'une sorte d'union sacrée économique pour essayer de cornériser un peu la dynamique d'Europe Écologie Les Verts qui s'est exprimée au premier tour et d'essayer de la rejeter dans le coin d'une écologie qui serait radicale, qui rêverait d'un changement, d'une transition, non pas d'une transition écologique, mais presque d'une révolution écologique. Très important parce que l'exécutif va vouloir investir ces thèmes de la combinaison entre l'économie et l'écologie. Et donc c'est très important ce qui va se passer dans ce deuxième tour des élections municipales autour de ces alliances. Allez, je le disais, on va se rendre à Toulouse. On va retrouver nos partenaires de la Dépêche du Midi. Bonjour Éric Berger. Merci beaucoup d'être avec nous, rédacteur en chef adjoint de la Dépêche du Midi, à la une de votre journal. Aujourd'hui, on en parlait, c'est un sujet important à Toulouse, bien sûr, le berceau d'Airbus, c'est ce plan aéronautique annoncé hier par le gouvernement. Effectivement, c'était vraiment attendu par tout le tissu économique local et régional. Vous savez que la filière aéronautique pèse lourd dans la région. Et donc, hier, Bruno Le Maire a annoncé un plan de soutien massif à la filière aéronautique de près de 15 milliards d'euros. Donc, on revient sur toutes les annonces qui ont été faites, parmi lesquelles des commandes d'avions militaires pour la défense, un fonds de soutien aux PME aéronautiques, c'est tous les sous-traitants parce qu'il n'y a pas que Airbus qui est concerné, et puis aussi une demande, une condition que Airbus et toute la filière développent des avions dits décarbonés, des avions plus propres. C'est une des conditions à ce plan massif. On a fait réagir différents élus locaux et régionaux qui sont globalement plutôt satisfaits des annonces qui ont été faites. Et puis on a une interview du président exécutif d'Airbus, Guillaume Faury, qui annonce qu'un plan de restructuration sera dévoilé d'ici la fin juillet. L'objectif très clairement de l'État qui a pris les devants, c'est d'éviter des licenciements, des vagues de licenciements massifs. Il faut rappeler que les commandes d'Airbus sont au ralenti, que près de 80% des livraisons d'avions et des commandes ont été repoussées. Donc ce plan était évidemment très très attendu. On a fait également réagir des salariés à la sortie d'une des usines Airbus qui sont plutôt soulagés mais quand même un peu inquiets sur l'avenir. Autre sujet à lire aujourd'hui dans la Dépêche du Midi, c'est cet ours qui a été tué par balle en Ariège. C'est ça, c'est la ministre de la Transition écologique, Elisabeth Borne, qui l'a annoncé hier soir. En effet, un ours abattu par des balles a été découvert en Ariège. On a fait réagir le président de la Chambre d'agriculture, des élus locaux sur ce nouvel incident. Le président de la Chambre d'agriculture qui rappelle que depuis 3 ans, près de 3000 brebis ont été tuées par des ours en Ariège et dans les Pyrénées. Évidemment, ce nouvel incident va relancer tout le débat sur la présence de l'animal et sa réintroduction dans les Pyrénées. Rappelons qu'il y a près d'une 50aine d'ours dans les Pyrénées et que les éleveurs locaux sont globalement anti-ours. Allez, on va parler des municipales avec vous, Éric. Municipal à Toulouse. Avant de vous entendre, on va rappeler les résultats du premier tour. Jean-Luc Moudenc, le maire sortant, qui est arrivé en tête avec plus de 36% des voix, devant Antoine Maurice, le candidat écologiste, à 27,5%, et la socialiste Nadia Pelfig à 18,5%. Éric Berger, est-ce que Jean-Luc Moudenc est en difficulté pour ce second tour ? Des uns et des autres, et les critiques faites par Jean-Luc Moudenc contre son adversaire, la campagne se tend, ça très clairement, et on peut dire qu'effectivement la gauche a repris espoir de ravir le Capitole. Une union s'est faite à gauche, même si Nadia Pelfig n'est pas sur la liste de l'adversaire de Jean-Luc Moudenc, l'écologiste Antoine Maurice. Il y a des socialistes, il y a l'ancien maire Pierre Cohen, ancien socialiste, et vraiment Antoine Maurice
espère faire basculer la ville. On rend compte de la campagne tous les jours. Aujourd'hui, on a une interview du numéro 3 de la liste d'Antoine Maurice, qui est un socialiste. Il y a effectivement un vrai suspense parce que Jean-Luc Moudenc, avec ses 36% de voix au premier tour, semble disposer d'assez peu de réserve de voix. Donc on va suivre Toulouse avec un grand intérêt pour ce second tour. Et vous viendrez bien sûr nous en reparler, Eric. On va revoir la une de la dépêche du midi avec ce plan pour l'aéronautique, 15 milliards pour l'aéronautique. Et puis cet espoir pour les supporters du TFC, le club de foot de Toulouse, puisque le Conseil d'État a suspendu hier la relégation en Ligue 2 d'Amiens et de Toulouse. Merci beaucoup, Eric, d'avoir été avec nous. Thierry Dupont, Toulouse, attention danger pour Jean-Luc Moudenc. Ah, clairement. Et comme le disait Éric Berger, le meilleur signal que ça se tend, c'est qu'on voit Jean-Luc Moudenc qui hausse le ton vis-à-vis de son adversaire Antoine Maurice, l'accusant tour à tour à la gauche d'être en soutien aux manifestations, enfin voilà, on sent que il n'est pas très serein, Jean-Luc Moudenc. A raison, puisque si l'accord n'a pas été vraiment formel entre Antoine Maurice et Nadia Pelfig, il y a quand même nombre de socialistes sur la liste d'Union de la gauche, de l'archipel, et que effectivement, si ça se passe bien, si la mayonnaise prend, la gauche peut emporter le Capitole. Bruno ? Oui, c'est clair que lorsqu'on voit les résultats du premier tour, on voit qu'effectivement, le maire sortant, il n'a pas beaucoup de réserve de voix. Il y a un candidat d'hiver droite qui a fait 6%. Il y a un candidat du Rassemblement national qui est en dessous de 5%. Donc on voit que si on fait l'addition des deux familles, on va dire de la gauche et de la droite, c'est pratiquement à égalité. Deuxième observation, le cas de Toulouse est extrêmement intéressant des dynamiques nationales. On voit là un cas de figure extrêmement intéressant où du côté de la gauche, il y a à la fois effectivement un retour vers une logique bien connue d'union de la gauche assez large, mais avec un pilotage Europe Écologie Les Verts, où les socialistes n'ont pas tellement de place, n'ont pas obtenu autant de place que par le passé. Il faut se rappeler que Toulouse et le Parti socialiste est quand même très important, le lien entre les deux. Et donc c'est préfigurateur peut-être des recompositions au-delà de ces élections municipales, donc très intéressant. Et puis Jean-Luc Moudenc, il a fait un choix à un moment donné qui était d'aller du côté de la République En Marche, candidat centriste soutenu par la République En Marche. Et là aussi, s'il perdait la mairie de Toulouse, ça serait un symbole extrêmement cinglant de l'échec du parti présidentiel. Et justement, Olivier Auguste, est-ce que Jean-Luc Moudenc, c'est pas le symbole de ces maires, les Républicains, qui se sont trop rapprochés de la République En Marche, peut-être aux yeux de leurs électeurs ? Et effectivement, ils se sentaient sans doute un peu en position de faiblesse, puisque il est allé chercher avant même le premier tour le soutien, l'appui de la République En Marche. On a plutôt dans beaucoup d'autres villes des démarches qui sont faites en sens inverse, où des élus, des listes, la République En Marche sont allés chercher le soutien et se rassembler avec la droite entre les deux tours. Là, avant même le premier tour, on a plutôt un élu de droite qui est allé chercher le soutien de la majorité présidentielle, ce qui explique d'ailleurs, on le disait à l'instant, que la réserve de voix est désormais un petit peu limitée. Et on voit bien effectivement que Jean-Luc Moudenc durcit le ton et essaye un petit peu de faire passer ses adversaires écologistes et de gauche maintenant réunis pour, vous savez, ce qu'on appelle parfois des verts pastèques. Alors c'est assez péjoratif, mais pour dire qu'ils sont verts à l'extérieur et rouges à l'intérieur, qui représentent une gauche très, très dure. Il a notamment mis en cause, il a parlé d'ultra-gauche, il a dit que ses adversaires avançaient masqués, c'est-à-dire que voilà, sous couvert d'écologie, ils étaient partisans d'une ligne très très dure à gauche, et puis il a aussi dit que les gilets jaunes étaient aux portes du Capitole, donc on sent bien que qu'il est tout à fait sur la défensive et que c'est un climat difficile pour Jean-Luc Moudenc. Jean-Luc Moudenc qui était soutenu à la fois au premier tour par les Républicains et par la République En Marche, mais il y a des villes où les alliances se sont faites dans l'entre-deux tours. Est-ce que finalement la droite, les LR, en s'alliant à la République En Marche, ils ont fait un mauvais calcul ou pas ?
Pas nécessairement. Il faut se rappeler quand même de la situation de départ. Initialement, si on prend il y a 1 an et demi, mettons, initialement, c'est les Républicains qui semblaient devoir s'allier, ou en tout cas de trouver les faveurs de la République En Marche. À l'époque, on pensait que la République En Marche allait avoir des succès dans les grandes villes. C'était une mauvaise analyse, puisqu'il s'agissait tout simplement de décalquer à l'époque les scores d'Emmanuel Macron dans les grandes villes ou de la liste Nathalie Loiseau aux européennes dans les grandes villes. Et puis c'était oublier la spécificité des élections municipales. Il y avait beaucoup de maires républicains qui étaient sortants. Et on a vu effectivement progressivement la dynamique s'inverser. C'est-à-dire c'est aujourd'hui plutôt la République En Marche qui a besoin d'être épaulée par les Républicains pour essayer d'obtenir son objectif d'avoir 10 000 conseillers municipaux marcheurs à l'issue des élections municipales. Donc pour les Républicains, si ça les aide à consolider le premier tour et à pouvoir afficher une victoire, parce qu'au bout du compte, on va faire les comptes, le nombre de suffrages, le nombre de conseillers municipaux, le nombre de maires. Et lorsqu'on aura ces 3 données, on saura exactement qui a gagné les élections municipales. Ce n'est pas impossible du tout que ce soit les Républicains à l'issue de ce décompte. Thierry, ce n'est pas un mauvais calcul pour la droite? Non, ce qui est un mauvais calcul, c'est parfois la République En Marche qui s'est vue trop belle. Si vous prenez le cas de Bordeaux, vous aviez quand même là Nicolas Florian qui était l'héritier désigné d'Alain Juppé. Alain Juppé assez proche d'Emmanuel Macron, et donc personne ne comprenait pourquoi Emmanuel Macron avait laissé un de ses proches, Thomas Cazenave, aller défier Nicolas Florian, qui venait à peine d'être installé. Donc tout ça paraissait... Mais bon, on sentait que sur le terrain, à Bordeaux, les marcheurs, qui venaient plutôt de la gauche, avaient envie de défier ce maire du centre droit, Nicolas Florian, qui était presque sur le départ des Républicains. Donc voilà, on n'a pas très bien compris. Résultat, Thomas Cazenave, il fait 12,6%. Et aujourd'hui, pour éviter, parce que ce serait quand même un comble que à cause des marcheurs, la ville bascule du côté de la gauche et des écologistes, avec Pierre Hermic. Donc finalement, comme dans un mauvais vaudeville, Thomas Cazenave et Nicolas Florian ont finalement fait alliance pour empêcher l'offensive des écologistes. Olivier Auguste, est-ce qu'aujourd'hui c'est plutôt la République En Marche qui a besoin des Républicains plutôt que l'inverse? Ça dépend évidemment des villes, mais c'est vrai qu'on voit des configurations. Pour compléter ce que disait Thierry à l'instant, ce qui est intéressant, je crois, c'est les déclarations d'Agnès Buzyn à Paris il y a 2 ou 3 jours, qui expliquait que finalement, si elle maintenait sa liste séparée, si elle n'avait pas fait d'accord global, notamment avec les listes de Rachida Dati, c'était parce que la République En Marche voulait avoir ses premiers élus locaux, faire son entrée dans les conseils municipaux, au Conseil de Paris en l'occurrence. Donc ça peut expliquer ces stratégies d'être parti séparé au premier tour, d'avoir tenté sa chance, d'avoir voulu décrocher un maximum de sièges ou être en position de force pour négocier des listes pour le second tour. Bon, le succès a été très mitigé, donc c'est plutôt la droite qui en profite a posteriori. Et puis c'est vrai que ça place pour le coup la République En Marche dans une position maintenant de faiblesse quand on voit Agnès Buzyn partir au combat au second tour en disant bon, j'y vais pour la gagne, mais on sent bien qu'elle dit ça un peu pour la forme. Et après, elle nous explique que l'important, c'est qu'il y ait le plus d'élus possible En Marche au Conseil de Paris. C'est pas un objectif très ambitieux. Bruno Cotresse. Oui, c'est clair que si on prend le cas d'Agnès Buzyn, ça illustre parfaitement ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire le gouffre qui sépare les objectifs initiaux de la réalité du premier tour et des conditions du deuxième tour. La situation à Paris a même accru d'une certaine manière pour le parti présidentiel une certaine confusion. On a vu un rapprochement dans le 5e arrondissement entre la maire sortante élue républicaine qui avait basculé République En Marche. Donc on voit une situation qui est un petit peu confuse, mais c'est clair qu'à Paris, il y a un gouffre très important qui sépare les objectifs de départ d'Agnès Buzyn d'un premier tour qui était très difficile quand même pour elle. 17% sur l'ensemble de la ville, pour une formation qui se voyait déplier presque
gagner l'élection sur tapis vert, pratiquement, au vu des scores d'Emmanuel Macron sur Paris. C'est un symptôme, effectivement, de la difficulté qu'aurait eu La République En Marche pour incarner le progressisme municipal. C'était le concept que Stanislas Guerini essayait de promouvoir au début de la séquence. Allez, on va continuer à parler de ces sujets. On va poursuivre notre tour de France de la campagne. On va aller à Orléans, retrouver Éric Richard. Bonjour Éric. Merci beaucoup d'être avec nous, journaliste à la Nouvelle République. Et vous avez choisi le même sujet que la dépêche du midi dont on parlait à l'instant. Pour votre dossier du jour, c'est ce plan de soutien à la filière aéronautique annoncé hier par le gouvernement. Et oui, donc après le tourisme, c'est 18 milliards d'euros, l'automobile, c'est 8 milliards. C'est donc autour, vous l'avez dit, de l'aéronautique de bénéficier d'un vaste plan de relance d'un montant spectaculaire, on rappelle, 15 milliards d'euros. Alors, soutien aux entreprises de la filière, bien sûr, anticipation sur les commandes, notamment les commandes militaires, mais aussi à plus long terme, l'investissement sur l'avion neutre en carbone. Le plan annoncé par le ministre Bruno Le Maire veut prendre bien évidemment de l'avance pour éviter la chute du secteur de l'aérien. Il est vrai qu'on parle là d'un sujet sensible puisque la France, si terrienne par ailleurs, est une grande puissance dans le domaine des airs. Le secteur représente 300 000 emplois, directs et indirects, pour notre pays et une balance commerciale positive de 34 milliards d'euros et près de 30 ans surtout de croissance ininterrompue avant évidemment ce coup d'arrêt lié à la crise sanitaire. Éric, quel est le poids dans le centre-ouest de la filière aviation et de la sous-traitance ? Alors en effet, le centre-ouest a les yeux rivés vers le ciel. Si on considère un département rural comme l'Indre, il est question de plus de 3500 emplois répartis dans 58 entreprises de taille variable, comme Safran Seats à Issoudun, qui fabrique les sièges d'avion, mais aussi évidemment de nombreux sous-traitants. C'est aussi le cas en Loir-et-Cher, où l'unité vendômoise de Thales emploie 500 salariés. Dans la Vienne, Thales toujours, mais là avec près de 1000 emplois, également Saft ou Mecafi. Enfin, l'Indre-et-Loire n'est pas en reste, compte quelques fleurons, là encore liés au destin de l'aviation. C'est le cas de Safran Aérosystèmes, de Radial, de Mecachrome. Et on le voit, la crise de l'aviation sera une crise tout court pour l'économie française si on ne fait rien, d'où cette mobilisation majeure pour accélérer la relance et favoriser l'éclosion des ailes du futur. Allez Eric, on va parler des municipales. Municipales à Orléans, on va d'abord regarder ensemble les résultats du premier tour. Serge Grouard, le candidat des Républicains, ancien maire, qui est arrivé en tête avec près de 36% des voix devant le maire actuel et ancien LR, Olivier Carré, soutenu par La République En Marche, qui obtient 24%. Le candidat écologiste Jean-Philippe Grand est à 19%, celui de la gauche, Baptiste Chappuis, à 13%. Comment s'annonce ce second tour, Eric ? Alors, vous l'avez dit, c'est un second tour à 3 listes, en effet, qui se profilent pour la capitale régionale et ses 120 000 habitants. Au premier tour, Serge Grouard, qui fut le maire de la ville de 2001 à 2015, a pris l'ascendant, comme disent les sportifs, vous l'avez rappelé, presque 12 points d'avance sur le maire sortant, Olivier Carré, qui lui est soutenu par La République En Marche. Ce sera compliqué, à l'évidence, pour le sortant, qui fut l'adjoint de Serge Grouard, qui fut aussi son ami, avant une rupture très violente entre les deux hommes, qui se livrent aujourd'hui une bataille extrêmement féroce. Troisième du premier tour, la liste d'Europe Écologie Les Verts, emmenée par Jean-Philippe Grand. Elle a fusionné avec la liste de gauche PSPC entre les deux tours, mais ça risque tout de même d'être un petit peu court pour briguer la mairie. Serge Grouard est en position de force, vous l'avez rappelé, et pourtant Olivier Carré veut encore croire que tout est possible. Il est vrai qu'avec à peine 36% de participants au premier tour, Orléans, comme beaucoup d'autres villes, ne s'est que très partiellement exprimé en mars dernier. C'est pour ça que les dés ne sont peut-être pas encore tout à fait jetés. Merci beaucoup Eric, on en reparlera avec vous. Merci d'avoir été avec nous ce matin. On voit les résultats à Orléans. Est-ce que c'est l'illustration du handicap de l'étiquette de La République En Marche au premier tour ? Oui, alors s'y ajoute quand même un facteur de personnalité. Il y a quand même ce duel entre l'ancien et le présent, entre Serge Grouard qui avait laissé la mairie d'Orléans à Olivier Carré. La rupture entre les deux hommes, Olivier Carré qui lorgnait vers La République En Marche, qui s'était montré très Macron-compatible, handicapé par certaines affaires. Il y avait eu des histoires sur ses notes de frais, rappelez-vous.
Et puis une campagne, un entre-deux, puisqu'il y a eu un premier tour, puis le 28 juin, il y aura ce second tour. Entre les deux, il y a encore eu des attaques entre Serge Grouard et Olivier Carré, une histoire notamment d'approvisionnement en masques. Enfin, tous les moyens sont bons. On sent que c'est quand même à couteau tiré. Ça va être compliqué pour Olivier Carré quand même, malgré tout. Oui, ça sera un exemple intéressant d'un maire sortant qui a peut-être mal joué en termes de jeu stratégique. Et là, on a sans aucun doute une illustration très intéressante de ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire ces républicains ou anciens républicains qui, à un moment donné, ont pensé s'accrocher à une bouée de sauvetage, La République En Marche, l'étiquette de La République En Marche. Et puis, entre-temps, il s'est passé beaucoup d'événements, crise des Gilets jaunes, crise de la réforme des retraites, tout un tas de paramètres qui sont venus considérablement brouiller le jeu et compliquer la tâche de La République En Marche pour ces élections municipales. Olivier Auguste, est-ce que le score de Serge Grouard, c'est aussi l'illustration du retour de la droite ? Oui, il y a un peu de ça. On voit que la droite a plutôt fait globalement des bons scores lors du premier tour de ces municipales. Je crois que effectivement, Orléans, c'était l'une des rares villes où La République En Marche avait de réels espoirs, avec Strasbourg peut-être, l'une des rares grandes villes. On voit que ça sera très compliqué. Et puis, c'est aussi l'illustration, mais on l'a un petit peu dit au fil de notre discussion, que la politique, c'est une histoire d'idées, de programmes, d'étiquettes politiques, et puis aussi une histoire d'hommes et une histoire parfois d'amitié qui deviennent des rivalités très, très, très violentes. Oui, juste pour préciser que cette victoire de la droite qui se dessine, elle n'est pas porteuse forcément de lendemain qui chante pour les Républicains. Il faut faire attention parce que, d'abord, ce sont des élections très locales, et deuxièmement, le fait que les Républicains puissent sortir largement vainqueurs du scrutin du 28 juin peut aussi les amener à se dire finalement, il n'y a pas grand-chose à faire. On a fait le principal et il n'y a pas vraiment besoin de se remettre en cause. Ce qui serait une grave erreur, à mon avis, dans la perspective de 2022. Et on aura bien sûr l'occasion d'en reparler avec vous, messieurs, second tour, donc le 28 juin. Allez, on va regarder ensemble ce qui est à la une de vos quotidiens régionaux aujourd'hui avec Steve. Et Steve, vous avez donc regardé la presse régionale pour vous. Qu'en avez-vous retenu ? Oui, à la une de la presse aujourd'hui. Vous en parliez tout à l'heure, Oriane. L'État qui vole au secours de l'aéronautique, financement de soutien aux entreprises en difficulté, financement de la recherche, commande anticipée. Ouest France revient sur le plan annoncé par le gouvernement. 15 milliards d'euros au total ont été promis pour un secteur secoué, on le sait, par le coronavirus. Ce plan, c'est également un soulagement pour la République des Pyrénées. Le quotidien nous dit que le département du Béarn va pouvoir un peu souffler. Dans la presse également, les manifestations contre les violences policières. C'est à retrouver en une de l'Alsace aujourd'hui. Des points qui se lèvent, nous dit l'Alsace. Les manifestations se multiplient à travers la France. C'était notamment le cas hier à Mulhouse ou encore à Colmar. Dans l'actualité aussi ce mercredi, l'été qui approche et les vacances qui se préparent. En une de l'Union, on retrouve ce gros plan sur les colonies de vacances en mode Covid. Les organisateurs de colo connaissent depuis hier les règles sanitaires qui vont régir l'été des enfants. Les préparatifs ont déjà débuté, Oriane. Merci beaucoup. Merci Steve pour cette revue de la presse quotidienne régionale. On vous retrouve demain dans cette émission. On va regarder vos unes, ce qu'il y a dans vos différents titres. On va commencer avec vous Thierry, à lire sur Contexte cette carte du rapport de force avant le second tour. Oui, une infographie réalisée avec Diane de Fortagné, Yann Guégan et Samuel Le Goff et moi-même. On a fait les rapports de force avant le deuxième tour. On s'est amusé à regarder dans une quarantaine de villes en France où en étaient les scores du premier tour, les accords qui avaient pu être signés entre les différentes forces. Et donc voilà, pour essayer de se projeter un peu vers le 28 juin. Et voilà, c'est donc à lire. Avec vous, Bruno Cotresse, on va parler du baromètre de la confiance politique des Français. Oui, on a réinterviewé pendant le confinement les personnes qui avaient répondu à notre enquête juste avant, de manière à pouvoir mesurer l'effet avant-après du Covid et du confinement. Alors, s'il y a quelque chose qu'on peut dire, c'est que la Covid-19 n'a pas tué la crise de défiance politique. Elle a exacerbé même des tensions sociales qui existaient déjà avant, malgré, au fond, peut-être l'appel à davantage de solidarité entre les Français qui en ont fait l'expérience pendant le confinement, mais il y a toujours de très très fortes tensions, même exacerbées par la crise. Et on va terminer avec vous, Olivier Auguste, la une de l'Opinion, pression sur les dividendes d'une aberration française.
Oui, une très économique sur la répartition de la richesse qui est créée par les entreprises, avec nos partenaires de l'Institut économique Molinari qui nous révèlent leur 3e étude annuelle. Alors, la richesse créée par les entreprises, elle va d'abord et de très loin aux salariés, puis en deuxième lieu à l'État qui prélève des impôts, des cotisations, et seulement en dernier lieu aux actionnaires via les dividendes. Et cette année, eh bien, la part qui revient aux actionnaires, elle va baisser, d'abord parce que la crise va réduire les bénéfices, et puis parce que le pouvoir politique, le gouvernement met une pression pour que les entreprises réduisent leur distribution de bénéfices, notamment les entreprises qui vont recevoir une aide d'État. Et on explique que c'est évidemment pas une bonne nouvelle pour les actionnaires, mais c'est finalement pas une bonne nouvelle pour l'État lui-même, puisque d'abord il est actionnaire de certaines entreprises, dans le secteur automobile par exemple, et puis puisqu'il prélève également de la fiscalité sur les dividendes, et donc il va in fine y perdre lui-même. Et c'est donc à lire aujourd'hui dans l'Opinion. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec nous. On se retrouve demain à 7h30 avec le président du groupe centriste au Sénat, Hervé Marseille. À 8h, l'invité politique, Julien Bayou, secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts. À 15h, ne manquez pas la séance de questions d'actualité au gouvernement. Très bonne journée sur notre antenne. La presse quotidienne régionale et les télévisions locales vous ont présenté le Club des Territoires. La Mutuelle nationale territoriale, la mutuelle des agents des services publics locaux, vous a présenté le Club des Territoires. ENGIE, acteur engagé dans la transition zéro carbone des régions, vous a présenté le Club des Territoires. On se retrouve tous les mercredis après-midi pour une grande session d'information parlementaire. La séance est ouverte. Ne manquez pas les questions d'actualité au gouvernement en intégralité et en exclusivité sur notre antenne. 1 heure d'échange direct entre les sénateurs et le gouvernement. Et puis à 16h, c'est l'heure du débrief. On débriefe tout ce qui s'est passé dans cette enceinte. Alors rendez-vous tous les mercredis. Bonsoir à tous, bienvenue sur Public Sénat. Ce soir, à 22h, allons plus loin. 1 heure pour revenir sur l'actualité du jour avec Rebecca Fitoussi. À 23h, les questions au gouvernement, version 30 minutes, pour revenir sur les échanges marquants entre sénateurs et gouvernement. Bonne soirée sur Public Sénat. Très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle émission.